beaucoup moins que d'aller dans un livre. Vous dites d'ailleurs que ça active des régions du cerveau complètement différentes que celles qui sont activées lorsqu'on lit. Alors il y a deux questions dans votre question. La première c'est l'effort et la seconde c'est les neurones. Alors parlons des deux. C'est vrai, je dois vous avouer, et mon accent me trahit, je suis né en Gascogne. Et quand j'étais petit, si vous voulez un renseignement, il fallait que je prenne le train, que j'aille à la Bibliothèque nationale, que je fasse la queue pendant 2 jours, que je trouve le livre dont j'avais besoin, que je le recopie, parce qu'il n'était pas à la disposition et qu'il était rare. Ça me demandait en effet un effort de 8 à 10 jours, que vous pouvez chiffrer en argent comptant, etc. C'est un effort considérable. Je préfère beaucoup taper avant le renseignement, n'est-ce pas? Et par conséquent, comment vous dire, il y a des efforts qui payent, qui permettent en effet un entraînement et une adaptation, mais il y a des efforts inutiles. Et on gagne au moins cet effort inutile, vous voyez, au moins cet effort inutile. Et par conséquent là, sur l'effort, je ne suis pas de l'avis de Grand-Papa Ronchon qui veut toujours faire des efforts. D'ailleurs, à son âge, il n'a fait plus beaucoup. Grand-Papa Ronchon, je vais oublier de vous le dire, c'est l'arrière-grand-père de Petite Poussette, évidemment. Mais il n'est pas dans mon livre, il est simplement. Mais Grand-Papa Ronchon, je le raconte, je ne sais pas. Alors maintenant, pour les neurones, ça c'est intéressant. Mais on peut parler de l'effort quand vous voudrez. Oui, parce qu'il y a quand même une perte de la notion d'effort, non? Vous ne pensez pas? Aller chercher dans un livre, ça demande un effort. Si l'effort est une notion, tant mieux qu'on l'ait pas lu. Je préfère que ce ne soit pas une notion, l'effort. Je préfère marcher 1 heure et suer. C'est bon pour la santé. Mais ce n'est pas une notion. Non, c'est une réalité. Mais nous en parlerons si vous voulez. Parce que vous m'avez demandé sur les neurones. Alors oui, vous savez qu'une des sciences les plus avancées aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle tout ce qui touche l'étude du cerveau, le cerveau étant en activité aussi bien émotionnelle que cognitive. Ça s'appelle les sciences cognitives, les sciences de l'entendement. Et cette science est assez raffinée aujourd'hui, peut-être dans la salle il y a des spécialistes meilleurs que moi pour en parler. Cette science est assez raffinée pour détecter assez bien les chemins que prend le courant électrique lorsqu'il arrive à tel et tel neurone dans tel cas d'activité du sujet qu'on examine. Et en effet, on a pu aujourd'hui voir avec beaucoup de précision quels étaient les neurones concernés lorsqu'il s'agissait d'une lecture ordinaire sur un livre et quels sont les neurones concernés lorsqu'il s'agissait de petites poussettes, c'est-à-dire de l'ordinateur, du portable, etc. Ce ne sont plus les mêmes. Alors, bon, ce ne sont plus les mêmes, et ça pose une question évidemment très intéressante, non seulement du point de vue de la philosophie, du point de vue de la psychologie, mais aussi du point de vue de ce que j'appelle aujourd'hui la dérive de culture, le changement de culture. Alors, pour essayer d'expliquer ce qui nous arrive dans notre tête, j'ai écrit dans Petite Poussette une petite histoire dramatique que je raconte en quelques lignes et qui essaie de mettre en place cette question de cognitive. Et cette histoire est la suivante. La scène se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris, qui s'appelait Lutèce. Lutèce, c'est l'ancien nom, vous vous en souvenez, de la capitale française, de la capitale française actuelle. Et à cette époque-là, à Lutèce, il y avait un petit groupe de gens relativement rares, les premiers chrétiens, et ces premiers chrétiens étaient victimes d'une terrible persécution engendrée par l'empereur romain de l'époque qui s'appelait Décius, le nom importe peu. Et bien entendu, ces premiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient dans des salles un peu secrètes, un peu obscures, où ils fermaient les portes, où ils fermaient les fenêtres, pour ne pas être surpris par la légion romaine. Et donc la scène se passe dans une seule réunion. Alors les voilà réunis là, sans porte ni fenêtre, aujourd'hui, comme aujourd'hui, là, assis bien tranquillement,
et ils sont en train d'écouter un homme qu'ils viennent d'élire et qui est leur évêque. À cette époque-là, les évêques étaient élus par les premiers chrétiens. Et l'évêque était en train de leur parler. Mais exactement comme je vous parle maintenant. Voilà. C'est exact. La scène que je raconte, c'est la scène d'aujourd'hui. Maintenant. Et ce qui devait arriva, il y a toujours des mouchards partout. Bien entendu, le pouvoir romain connaissait le lieu et l'activité de ces premiers chrétiens. La légion romaine enfonce les portes et les fenêtres et se saisit des premiers chrétiens. Les soldats se saisissent de chacun et le centurion traverse l'allée centrale, monte sur l'estrade, tire son coup de chou et coupe la tête à l'évêque. Saint-Denis. Il s'appelle Saint-Denis. Vous avez bonne mémoire. Il s'appelait Saint-Denis et sa tête roule par terre. C'est une catastrophe. Non. Miracle. Parce que précisément, Saint-Denis, à ce moment-là, se penche, ramasse sa tête. Et quand on me racontait cette histoire que j'étais petit, je demandais à ma grand-mère, mais comment se fait-il qu'il prenne sa tête comme ça, puisque les yeux... Et ma tête disait, mauvais esprit, c'est ça le miracle. Elle avait évidemment raison, c'est ça le miracle. Saint-Denis prend sa tête et on appelle ça, je crois, céphalophore, c'est vrai, et il la prend dans ses mains et la légende raconte qu'il a même amené jusqu'au sommet de la colline Montmartre. C'est ça. Bon, fin d'histoire. Donc, Saint-Denis prend sa tête à la main. Saint-Denis prend sa tête à la main. Voilà. Vous voyez le geste. Mais ce geste-là, vous le faites tous les matins. Prenez conscience de ce que vous faites. Vous êtes maintenant devant votre bureau, devant votre ordinateur. Qu'est-ce que votre ordinateur? Qu'est-ce que contient votre ordinateur? Premièrement, il contient une mémoire colossale. Une mémoire bien plus importante, forte et puissante que celle dont vous disposez. Et même mieux, il contient une technique de souvenir, non seulement la mémoire, mais une technique de souvenir. Parce que je peux appeler n'importe quelle information, elle va venir toute seule. Donc la mémoire est colossale et le souvenir est efficace. 1. 2. Votre ordinateur contient des millions d'images. Des millions et des millions d'images, plus encore que vous pouvez vous en souvenir. Et d'autre part, par ses moteurs de recherche et autres logiciels, il peut résoudre des questions, des opérations que vous auriez de la difficulté à résoudre vous-même. Bilan, cet ordinateur contient une mémoire, des images et des opérations, des techniques opératoires. Je m'arrête. Quand j'étais en classe de philosophie, vous me direz que c'est une néolectique tardive, en effet, il était expliqué que la connaissance était divisée en trois facultés. La faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Bien entendu, c'était ça qu'on m'apprenait en classe de philosophie au titre de « Qu'est-ce que la connaissance ?» Comment fonctionne la connaissance? Elle fonctionne par mémoire, par imagination et par faculté de raison opératoire. Mais il était bien entendu que ces facultés, je les avais, comme vous m'avez posé la question, dans les neurones, c'est-à-dire dans la tête. Ah, aujourd'hui, il y a une nouvelle, c'est que cette tête, elle est là. Mémoire, imagination, raison. Et par conséquent, oui, quand vous allumerez votre ordinateur demain matin, soyez gentil, appelez-le Denis. C'est-à-dire, votre tête est devant vous. Mais moi, enfin, la tête dont on m'expliquait quand j'étais petit que c'était ça la connaissance humaine. Et la tête est devant vous. Et bien entendu, vous allez me poser la question que je vais tenter de résoudre tout à l'heure. Qu'est-ce qui me reste sur la tête? Mais je répondrai tout à l'heure, mais pas tout de suite, parce que j'ai besoin de dire autre chose. Vous allez me dire que cette objectivation, que cette externalisation des fonctions cognitives est une externalisation d'une nouveauté extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Cette sorte de décapitation.
d'externalisation des fonctions cognitives, d'objectivation des fonctions de l'entendement. Est-ce que c'est nouveau? Oui, c'est fantastique. Vous vous souvenez, quand vous m'avez posé la question en commençant, que j'ai fait allusion à des révolutions précédentes, l'imprimerie et l'invention de l'écriture. Au moment de l'imprimerie, un certain Michel de Montaigne, dont vous avez sans doute entendu parler, avait écrit dans ses essais une phrase que je suppose que tout le monde sait par cœur devant moi, c'est qu'il préférait une tête bien faite à une tête bien pleine. Merci beaucoup. Donc vous la savez par cœur. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là, chers amis? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire la chose suivante. Il voulait dire que si par hasard vous étiez historien avant l'imprimerie, vous deviez savoir par cœur Hérodote, Thucydide, les historiens grecs, Tite-Live, Tacite, les historiens latins. Vous deviez savoir par cœur les mémorialistes et tous les écrivains du Moyen-Âge, etc., et les Espagnols, par cœur. Parce que vous n'aviez pas accès. Vous n'avez pas accès, parce que la bibliothèque d'Alexandrie, elle était loin, et si vous étiez à Agen au moment, vous étiez loin de la bibliothèque centrale de tel ou tel. Vous voyez. Par conséquent, il fallait savoir par cœur. Imprimerie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Thucydide, Tite-Live, tout ça sont rangés dans la bibliothèque de Montaigne qu'il appelait sa librairie. Et par conséquent, il n'a plus besoin de les savoir par cœur, si elles sont là. Mais où ils étaient avant? Dans la tête. Où ils sont maintenant? En dehors de la tête. Et par conséquent, la tête était déjà objectivée. C'était déjà fait. Vous voyez donc que c'est une révolution absolument colossale, mais qu'elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu, c'est-à-dire, en effet, quand il disait tête bien faite et tête bien pleine, ça voulait dire qu'on avait changé de tête. On avait changé de tête. On avait vraiment changé de tête. C'est-à-dire changer de processus cognitif, de processus de connaissance. Et par conséquent, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est en effet cela. On change de processus de connaissance. C'est terriblement nouveau, mais si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que, d'une certaine manière, on est dans le droit fil de l'histoire humaine, de l'histoire de la connaissance, de l'histoire du cognitif humain, tout simplement. On est dans la droite ligne. Alors maintenant que j'ai expliqué, je peux répondre à votre question. Qu'est-ce qui me reste sur la tête? Vous dites qu'il passe de l'air, du vent, de la mer. Alors, qu'est-ce qui reste sur la tête? Écoutez, c'est très simple. Le week-end prochain, prenez le TGV, allez à Paris et visitez le Panthéon. Et le Panthéon, un certain peintre pompier qui s'appelait Bonin, je crois, a peint en fresque le supplice de Saint-Denis. Et on voit Saint-Denis ramasser sa tête comme je voulais raconter. Eh bien, cette tête est par terre, mais au-dessus du cou de Saint-Denis, le peintre a dessiné et coloré une surface de lumière telle qu'elle illumine la totalité du tableau. La totalité du tableau est éclairée de façon éblouissante par ce qui sort, non pas de la tête, mais du cou. Comme si le peintre avait compris la question que Michel Serres devait répondre à Stéphane. Et oui, il a compris, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste sur le coup? Eh bien, l'invention, l'innovation, l'intelligence, etc. Et c'est ça, notre humanité. Notre humanité, c'est pas de savoir par cœur, de savoir déjà là, qui est mort, qui est à la bibliothèque, qui est devant, c'est l'information morte, de manière, mais ce qui est vivant, c'est inventif, etc. Et par conséquent, mesdames, messieurs, la conclusion de toute cette affaire, c'est que nous sommes désormais condamnés à devenir